Alors pourquoi les pesticides? Elles jouent un rôle vraiment important dans le monde, et en particulier, comme je viens de France, la France, elle n'est pas épargnée parce qu'elle est troisième consommatrice mondiale et première consommatrice au niveau de l'Europe. C'est un vrai problème de santé publique et sociétale, puisque actuellement, donc, il y a plusieurs plans, tels que l'Ecophyto 2018-2022, qui visent en fait à réduire ces pesticides de moitié d'ici donc 2022. Nous avons également le plan, ce qu'on appelle le plan national santé-environnement, le PNS1, PNS2, 3, qui préconise aussi l'exposition responsable de pathologies chez les populations à risque. D'où, en fait, ça c'est en France, et moi je viens d'une petite région de France qu'on appelle la Picardie, et c'est une région très agricole, et donc qui est fortement également utilisatrice de ces pesticides, d'où l'intérêt de travailler sur ces pesticides. De façon générale, quand on regarde, ici, depuis 10 ans, il y a une augmentation importante concernant donc l'implication de ces pesticides. Mais également, en fait, la question qu'on se pose, qu'en est-il des populations dites sensibles, telles que les enfants ou les femmes enceintes? Ces dernières années, on voit aussi une augmentation importante de ces pesticides qui vont impacter ces personnes très sensibles. Alors, les pesticides dans notre travail, le choix en fait, ces pesticides, parce que vous comme moi, en tant que consommateurs, nous venons de manger un instant, nous sommes quotidiennement exposés donc via notre alimentation, via ces résidus de pesticides. Et le premier organe en contact, c'est notre tube digestif, et qui est le système qui est directement donc, impacté par ces résidus de pesticides. Mais actuellement, quand on regarde au niveau de la littérature, quand je me suis intéressée, il y a peu de données sur la littérature, et encore moins lorsqu'on regarde pesticides et microbiotes. Vous savez que l'intestin renferme tout ce qui est microbiote intestinal, et le rôle important de ce microbiote dans l'intestin et dans la santé de l'individu. Donc, on sait que le microbiote intestinal, c'est un ensemble en fait complexe, dynamique et diversifié de micro-organismes. Si vous prenez 1 gramme de fesses, celui-ci renferme plus de 10 puissance 14 bactéries. Ce microbiote, en fait, est constitué en fait de 3 phyla. Je ne vois pas, pardon. Donc, vous avez donc les firmicutes, les bactéroïdes et les actinobactéria. Donc, ce microbiote, on sait qu'il s'établit dès la naissance et qu'il est réparti de façon oro-anale et lumino-muqueuse en termes de quantité, en termes de diversité, et qu'il est stable en termes de dominance, mais avec une grande diversité, puisque actuellement, on a à peu près plus de 400, voire 1200 espèces qui sont répertoriées. Ce microbiote joue un rôle fondamental, on en a parlé déjà hier, et donc il est impliqué en fait dans différentes, par la présence dans son activité fermentaire, en production qu'on appelle les acides gras à chaîne courte, tels que les acétates, les propionates et les butyrates, et ce microbiote va faire en fait l'interface de nombreux processus physiologiques de l'hôte, tels que par exemple, il va être impliqué dans le développement de la muqueuse intestinale, mais également dans la maturation du système immunitaire. Il va nous protéger de tout ce qui est autres bactéries dites pathogènes. Il synthétise les vitamines, il est impliqué dans le métabolisme des xénobiotiques et accumulation des stockages d'énergie. Et actuellement, ce microbiote est considéré comme un deuxième cerveau par rapport à notre premier cerveau, et les bactéries vont dialoguer de l'intestin vers notre cerveau, qu'on appelle l'axe intestin-cerveau au brain axis. Ce microbiote
tant qu'il est bien, tant qu'il est stable, tout va bien, mais il y a différents facteurs qui vont influencer sur ce microbiote. Et en particulier les facteurs périnataux, tels que le mode d'accouchement, par voie basse, par césarienne, ou encore l'âge gestationnel, ou encore le type d'alimentation, l'antibiothérapie, le stress, et l'alimentation, les agents pathogènes, et de nouveau les facteurs tels que les polluants environnementaux, qui soient physiques comme les champs électromagnétiques, ou encore chimiques tels que les pesticides. Tous ces agents, tous ces facteurs vont induire ce qu'on appelle un déséquilibre du microbiote, qu'on appelle la dysbiose intestinale. Et cette dysbiose, elle va être associée à différentes pathologies, telles que les infections intestinales, la dépression, l'asthme. Maintenant, on met le microbiote partout en fait, et en particulier les maladies dites chroniques, telles que l'iméquie, voire l'obésité dont on parlait hier, et le diabète de type 2 en particulier. En vue de cette liste, qui est donc néfaste, est-ce qu'on a des stratégies préventives? Effectivement, on peut proposer des stratégies thérapeutiques, soit nutritionnelles, via les probiotiques des bactéries vivantes, soit des prébiotiques qui nous intéressent aujourd'hui, ce qu'on appelle les fibres alimentaires, ou encore l'association de probiotiques et prébiotiques qu'on appelle les symbiotiques. Et il y a également une nouvelle forme de stratégie thérapeutique qu'on appelle la transplantation fécale. Alors donc, voilà un petit peu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un travail ici au laboratoire sur l'impact d'une exposition chronique à un pesticide, le chlorpyrifos, en association ou non à un prébiotique qui est l'inuline, sur le microbiote intestinal et ses conséquences sur le profil métabolique via deux approches complémentaires, comme je l'avais dit, chez le rat et à l'aide d'un intestin humain que l'on va voir à l'instant. Mais avant tout, quels sont nos acteurs? Pourquoi on s'est intéressé aux pesticides? Et nous, on a fait un focus sur ce qu'on appelle un insecticide organophosphoré, qu'on appelle le chlorpyrifos. D'abord, il est majoritairement représenté dans la région, dans la France, mais également dans la région Picardie, puisqu'il y a 13,48 tonnes qui sont déversées par an, à la fois au niveau des cultures fruitières et légumières. Et en fait, quand on regarde de près, ce n'est pas forcément la molécule mère, chlorpyrifos, mais c'est souvent les métabolites qui vont être retrouvés dans les matrices biologiques, telles que le sang, le cordon ombilical, ou encore le méconium, ce qu'on appelle les premières selles de bébé, qui sont censées être stériles et qu'on retrouve malheureusement plein de pesticides, ou encore les urines. Et quand on regarde de près, et en fait, celui qui est dans le podium numéro 1, ce sont les organophosphorés dans notre chlorpyrifos, suivi des carbamates et des péritonines. Et donc, lorsqu'on regarde encore de près ce chlorpyrifos, l'ANSES, donc il y a une enquête qui a été faite, et bien il le positionne en premier plan à travers, on va donc l'ingérer à travers nos fruits et les légumes, en premier plan. On le retrouve également au niveau du blé, mais également au niveau des merguez. Vous voyez qu'on le retrouve partout. Et en plus, il a l'avantage de traverser, si je peux dire, les lipophiles, puisqu'il va passer malheureusement la barrière donc, placentaire, donc il va pouvoir aussi affecter le fœtus. Alors, qu'en est-il au niveau donc, de ces impacts? Le chlorpyrifos, il inhibe l'acétylcholestérase, donc il a des effets donc, sanitaires bien décrits sur le plan neurotoxique, sur le plan reprotoxique, des impacts développementaux, mais lorsque je me suis intéressée à ce chlorpyrifos, au niveau digestif, il y a peu de données. C'était quand même un avantage, mais un inconvénient, parce qu'il n'y a pas grand-chose, sauf une étude qui a été faite sur les cellules CACO2 au niveau de l'altération de la perméabilité intestinale. En termes de dose, la dose de 1 mg par kilo et par jour, c'est la dose qui n'a pas d'effet observable pour la toxicité maternelle, d'accord? Et la dose de 5 mg par jour et par kilo et par jour, pardon, c'est le seuil d'induction d'effets développementaux. Alors donc, pour ça c'est un pesticide, mais on a essayé de trouver une alternative thérapeutique, et nous avons proposé en fait un modulateur de la flore intestinale qui est un prébiotique dans l'inuline. Pourquoi l'inuline? C'est un stimulateur de la flore endogène, très connu. Il va avoir des effets bénéfiques sur la flore bénéfique, qu'on appelle les bifidobactéries et lactobacilles. Il n'y a pas de problème d'implantation au niveau du tube digestif. C'est un prébiotique de la famille des fructanes. Il est extrait d'une racine qu'on appelle la racine de chicorée. Et c'est un polymère de fructose. Il a déjà été caractérisé à la fois sur le modèle intestin et le modèle animal, mais également au niveau des études cliniques. Donc c'est très connu.
Et la consommation quotidienne de l'alimentation de l'homme, généralement c'est 5 grammes, et nous avons proposé 5 grammes, c'est la dose en fait avec des effets bifidogènes, et nous sommes partis d'une dose de 10 grammes dans notre étude. Donc une fois que je vous ai montré ces acteurs, quels sont nos objectifs? C'est d'une part, est-ce que les pesticides peuvent-ils moduler le microbiote intestinal? Deuxièmement, est-ce que cette modulation du microbiote par les pesticides peut-elle être liée à un dysfonctionnement du métabolisme? Et enfin, donc, est-il possible de prévenir les effets des pesticides par l'utilisation de sous-modulateurs bénéfiques du microbiote intestinal, comme les prébiotiques par exemple? Pour répondre à ces trois objectifs, nous avons donc des modèles d'études, deux modèles. Un modèle in vivo chez le rat, on va rendre les rats gestants qui vont être exposés, et également un intestin artificiel humain qui va mimer en fait les différents tractus digestifs allant de l'estomac jusqu'au côlon. Et donc tous ces deux modèles vont nous permettre en fait de voir si l'impact du chlorpyrifos en supplémentation ou non, qu'en est-il au niveau du microbiote intestinal. Les doses de chlorpyrifos que j'appelle abréviation CPF, ça va être la dose de 1, 3,5 et 5 mg par kilo et par jour. Et la dose du prébiotique qu'on a choisi, c'était 10 grammes, comme je vous l'avais dit. Alors, le modèle d'étude animale, c'est en fait pour mimer ce qui se passe chez une femme enceinte, par exemple. On va d'abord regarder, exposer ces rats dès la conception, pour mimer au plus près de ce qui se passe en réalité chez la femme enceinte, l'exposition in utero. Et ensuite, on va également exposer nos rats durant la lactation, parce qu'à travers le lait maternel, le pesticide peut également passer, pour mimer ce qui se passe de l'exposition du nouveau-né durant la lactation. Et une fois que les bébés seront sevrés, les petits ratons vont être sevrés, comme l'enfant, on va aussi les gaver à leur tour avec ces pesticides jusqu'à un jeune adulte pour mimer l'exposition en fait de propre de l'enfant. Ça c'est le modèle animal, et en complément, nous avons le modèle donc in vitro, qui va donc l'intestin artificiel, le modèle simulateur of human intestinal microbial ecosystem, pour l'abréviation SHIME. En fait, c'est un intestin qu'il faut voir avec différents compartiments, pilotés par l'informatique, en mimant bien sûr toute le cycle d'alimentation, on connaît le temps de résidence, on sait un petit peu tout ce qui se passe exactement comme dans notre intestin. C'est cet intestin, donc il est constitué de 6 fermenteurs. Le premier fermenteur, c'est l'estomac. Donc, va de l'estomac, en fait, jusqu'au duodénum jejunum, l'ileostekum. Et les 3 derniers fermenteurs représentent le côlon ascendant, transverse et descendant. Donc, on va d'abord commencer par ensemencer, en fait, ces 3 fermenteurs par la flore humaine, de mélange de hommes et de femmes de fesses. Et ensuite, on va laisser la microflore se stabiliser. Il faut à peu près 15 jours pour que la microflore s'implante et se stabilise. Et ensuite, on va prélever ce qu'on appelle le D0, le J0. C'est notre contrôle sans exposition ni avec les pesticides, ni avec les fibres, ni avec la co-exposition des deux, pour avoir notre contrôle, la flore initiale au départ, sans traitement. Et ensuite, on va traiter de façon chronique à court terme pendant 15 jours, puis pendant 30 jours pour mimer ce qui se passe réellement de façon chronique. Donc voilà un petit peu le même modèle, mais sous forme de photo. Alors au départ, on avait un single chyme, c'est-à-dire un seul intestin, mais comme vous voyez, il y a son frère jumeau, j'ai dupliqué en fait le système, de façon à ce qu'on puisse, par exemple ici, partir des mêmes fesses, mais voir l'évolution du pesticide seul, et parallèlement l'effet de la fibre seule, de façon à bien comparer les. Comme je vous l'avais dit, d'abord on va ensemencer les 3 derniers fermenteurs, ce qu'on appelle les côlons, et ensuite on va laisser stabiliser donc, pendant 15 jours la microflore, et on va donc prélever le J0, le contrôle, pour pouvoir comparer au J15, l'exposition à court terme, et l'exposition J30 à long terme. Donc, suite à une fois qu'on aura exposé à la fois notre modèle in vitro et notre modèle in vivo, soit avec les pesticides de seul, soit avec une seule, soit avec la co-exposition des deux, nous allons ensuite évaluer les différents paramètres, à la fois sur le microbiote intestinal, sur la maturation du tract digestif, mais également la fonction barrière et l'activité fermentaire et les métabolismes. Donc ça, c'est pesticides seuls, fibres seules, et la co-exposition des deux sera la même chose, les mêmes paramètres seront évalués. Qu'en est-il au niveau des résultats? Brièvement, on va voir ce qui se passe in vitro au niveau de l'intestin artificiel. Je vous ai un petit peu schématisé les résultats. Vous avez ce qu'on appelle,
en microbiome, il y a ce qu'on appelle l'équilibre. Tant que les bactéries sont en équilibre, tout se passe bien, ce qu'on appelle l'eubiose. Lorsqu'on va faire exploser notre intestin au CPF seul, qu'est-ce qui se passe? La balance est déséquilibrée. On va voir qu'il y a un effet sur le microbiote bénéfique, puisqu'on aura une diminution des lactobacilles et des bifidobactéries, au détriment des microbiotes dits potentiellement pathogènes, tels que les Bacteroides ici, ou encore Enterococcus, par exemple. Lorsqu'on traite cette fois-ci avec une huile seule, on voit que cette balance est rétablie, en tout cas au niveau du microbiote bénéfique, puisqu'on a une augmentation des lactobacilles et des bifidobactéries. Donc l'exposition chronique au CPF seul donc, modifie la composition du microbiote intestinal en induisant une dysbiose, alors que celle avec la fibre, elle va avoir un effet prébiotique par rapport aux pesticides. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait la coexposition des deux en même temps pour pouvoir trouver une alternative? Donc vous voyez que lorsqu'on va exposer le CPF plus l'immunie, il y a dans ce qu'on appelle la coexposition chronique des deux paramètres va permettre en fait de conserver ce qu'on appelle l'homéostasie bactérienne. On revient à un équilibre par rapport aux pesticides seuls. Pardon. Ça, c'est ce qui se passe au niveau donc in vitro. Qu'en est-il au niveau in vivo? Je vous ai présenté les résultats ici. C'est au moment de J21, c'est-à-dire au moment du sevrage où l'intestin est immature en plus. Si l'intestin est immature en plus, vous l'exposez à des pesticides, qu'est-ce qui se passe? On retrouve en fait le même phénomène qu'on a vu au niveau de l'intestin artificiel. Il y a une dysbiose. Mais là, en plus, on a l'animal dans son entier. On peut voir aussi des conséquences de cette dysbiose. Le déséquilibre microbiote va induire en fait des répercussions sur la perméabilité intestinale qui va pouvoir s'ouvrir et les bactéries vont transloquer, ce qu'on appelle la translocation bactérienne, qui va être accrue. Les bactéries vont franchir la barrière intestinale, aller coloniser dans ce qu'on appelle les organes internes, stériles, le rein, la rate, etc. Donc, ça, c'est le pesticide. Quand on donne aux animaux cette fois-ci une huile, on voit que l'huile, elle rétablit en fait cet équilibre qui était détruit par le pesticide. Donc, l'effet protecteur de l'huile est confirmé in vivo et annule les effets de CPF sur le microbiote, sur la perméabilité intestinale et la translocation bactérienne. Parallèlement, on a aussi remarqué des effets prébiotiques de l'inuline qui sont validés, en tout cas via l'effet butyrogène, quelle que soit la dose du CPF. Ça, c'est ce qui se passe in vivo chez les rats G21. Qu'en est-il maintenant au niveau du paramètre phénotypique et métabolique? Ici, vous avez en fait une courbe donc, qui vous peut le poids de naissance. En ordonnée, vous avez donc le poids de naissance en grammes. La courbe noire représente l'effet des pesticides, la courbe verte, celle de l'inuline. Et le CPF 0, c'est le contrôle, CPF 1 avec la dose de 1 et 3,5 mg par kilo et par jour. On observe qu'en fait, on a une augmentation, donc avec le pesticide, c'est une augmentation à naissance, d'accord? Et lorsque on traite avec le pesticide à la forte dose, l'image parle d'elle-même. Vous avez des petits ratons qui ont été exposés à une forte dose avec 5 mg, comparés aux témoins et à 1 mg, on constate qu'il y a une diminution en tout cas du poids avec la dose de 5 mg. Qu'en est-il au niveau quand on traite avec l'inuline? L'inuline, en fait, elle a un effet modulateur par rapport au poids. Ça, c'est la naissance. Qu'est-ce qui se passe maintenant à l'âge jeune adulte quand on regarde les paramètres métabolisme du glucose et des lipides? Avec le pesticide seul, on a une augmentation des triglycérides, une augmentation de l'insulinémie et des triglycérides, des glycémies, pardon. Ceci va nous orienter vers un état de prédiabète, voire le risque syndrome métabolique dont on a parlé hier. Qu'en est-il maintenant lorsqu'on va exposer nos animaux, cette fois-ci, avec l'inuline? L'inuline rétablit en tout cas tous ces paramètres qui ont été déséquilibrés par le pesticide. Donc la coexposition chronique du CPF et de l'inuline va aider en fait à maintenir une homéostasie corporelle et métabolique. L'inuline donc prévient l'apparition de marqueurs du syndrome métabolique et de l'obésité. Alors pour résumer un petit peu, pour revenir aux 3 premières questions qu'on s'est posées tout au début, est-ce que l'exposition orale aux pesticides a-t-elle des effets sur le système digestif, en particulier sur le microbiote intestinal? Vous voyez que je vous ai schématisé un petit peu, les petits ronds représentent les flores bénéfiques et les petits ronds rouges, c'est les flores potentiellement pathogènes. Lorsqu'on regarde
l'impact avec, quelle que soit la dose de CPF, on a un impact sur le microbiote et en particulier sur la flore bénéfique. Lorsque on traite avec les lunines, qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez ici, on reprend le schéma, vous avez avec le CPF seul, on a une diminution de la flore bénéfique, une augmentation de la flore potentiellement pathogène. Lorsqu'on traite avec les lunines seules, elle va rétablir la flore bénéfique, mais la flore potentielle ne bouge pas. Lorsqu'on fait la coexposition à la fois pesticides et prébiotiques, le prébiotique l'emporte puisque la flore bénéfique est toujours en croissance et donc ça va servir de substrat aux probiotiques qui sont dans notre intestin et donc équilibrer ce phénomène. On s'est posé une dernière question, c'était l'exposition précoce aux pesticides peut-elle perturber le métabolisme et le microbiote intestinal et induire une installation progressive du diabète et ou de l'obésité via la modulation de la microflore intestinale? Et cette perturbation peut-elle être corrigée par les lunines? Vous avez vu que ce soit l'exposition au niveau d'intestin artificiel ou au niveau des rats gestantes, l'exposition précoce et continue CPF nous a montré qu'à l'âge jeune adulte, on avait une augmentation de la glycémie, de l'insulinémie, des triglycérides, et en plus, on a regardé la composition du microbiote, va impacter en particulier les vermicultes. Qu'en est-il maintenant lorsqu'on va implanter avec le prébiotique? Le prébiotique, lui, rétablit cet équilibre et en plus, il va nous permettre de restaurer la fonction du microbiote intestinal en augmentant donc les AGCC totaux via les buturates. Donc la coexposition chronique du CPF et des lunines aide à bien maintenir une homéostasie corporelle et métabolique. Les lunines préviennent ainsi l'apparition de marqueurs du syndrome métabolique et de l'obésité. Enfin, en conclusion, je peux vous dire que notre travail semble en tout cas original du fait qu'on s'intéresse à l'exposition chronique pour mimer ce qui se passe réellement au quotidien. Lorsque vous mangez à petite dose tous les jours ces pesticides, de façon chronique, une accumulation à petite dose, d'une part. D'autre part, nous avons aussi mimé dès la conception, parce qu'une femme enceinte n'attend pas d'être enceinte pour ne plus manger des pesticides. Dès la conception, nous exposons nos rats. Et en plus, pour répondre à l'impact des pesticides sur le microbiote, nous avons utilisé deux modèles originaux complémentaires, in vivo, ce qui se passe chez la rate, et in vitro pour être le plus proche de l'homme. C'est un intestin artificiel qui nous permet aussi d'être une alternative à la fois à l'expérimentation humaine et animale. Donc on sait que ces pesticides, en particulier le CPF, va moduler le microbiote, qui est donc un organe prépondérant dans la santé de l'individu, et cette perturbation va aussi nous apparaître des pathologies vers un état de prédiabète. De même, nous avons également que notre étude a également renforcé ce qu'on appelle l'importance de la précocité d'exposition dans l'apparition retardée des effets physiologiques. Car aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des fenêtres de vulnérabilité. En fonction de la fenêtre d'exposition, les impacts ne seront pas les mêmes. De plus, ce travail nous a permis aussi de proposer, il n'a pas suffi de dire voilà les pesticides c'est pas bon, et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir rétablir ces choses-là. Donc proposer une stratégie nutritionnelle préventive, naturelle, via les prébiotiques. On peut aussi tester les plantes médicinales. Hier on a parlé du concombre d'Afrique, peut-être aussi le gingembre. Donc ça peut être aussi d'autres approches qui peuvent aussi voir sur le microbiote intestinal, puisque là on a montré que les lunines corrigent et protègent contre les effets induits par le pesticide qui est le CPF ici. Donc je voudrais aussi terminer, donc simplement, en vue de ce travail, le but en fait, que ce soit montrer les impacts sur le microbiote ou approche nutritionnelle, c'est de pouvoir aller et aider dans l'utilisation raisonnée des produits phytosanitaires, et bien sûr d'informer les consommateurs comme vous et moi sur la teneur en résidus de pesticides des produits alimentaires que nous consommons tous les jours. Et je voudrais terminer par vous remercier pour votre attention et remercier aussi tous les financeurs, tous les partenaires et bien sûr ma petite équipe de laboratoire Péricops. Et je vous remercie. Merci madame. Je pense que c'est un thème qui interpelle tout un chacun, que ce soit ici. Et là, vous parlez de l'état d'alerte en France. Je pense qu'ici, ça va être plus que l'état d'alerte. C'est une alarme. Et là, je pense que là, tout le monde
pourra intervenir. Je passe la parole tout de suite aux participants pour les questions. Merci pour cette communication qui est très très intéressante. Et j'avoue qu'à la fin, je suis un tout petit peu inquiète. Alors j'ai quelques questions. La première, vous avez étudié les effets chez ceux qui consomment et chez ceux qui vont utiliser ces pesticides-là dans la production. Est-ce que vous avez les effets qu'ils pourraient avoir? En fait, actuellement, je suis partie de 2 modèles. Donc, en fait, on est sur l'intestin par les intestins artificiels, on va dire le plus proche de nous. Je suis partie, en fait, j'ai mimé, en fait, à partir de personnes volontaires, un mélange de espèces hommes et femmes. J'ai implanté la microflore des personnes saines, c'est-à-dire que normalement, je me suis arrangée de façon à ce que cette personne mange un petit peu tout ce qui est bio, etc. Après, c'est difficile de faire la frontière bio à 100% ou quelques alimentations sont bio. Et donc, on est parti de cette microflore et on a impacté, on a fait exposer ce qu'on a calculé, ce que mange en fait une personne de façon quotidienne. Et vous avez vu les effets au niveau, en tout cas, de la dysbiose, de déséquilibre du microbiote d'un écosystème microbien à un autre. Donc ça, c'est chez les personnes, on va dire, les plus proches de nous, parce que l'intestin va mimer ce qui se passe réellement. Chez l'animal, on a bien sûr fait différents groupes. Un groupe témoin qui n'a pas reçu du tout de pesticides, des groupes qui ont reçu en fait des pesticides et des groupes qui ont reçu la fibre et des groupes qui ont été co-exposés à la fois à la dose de pesticides et à la dose de prébiotiques. Et on a comparé bien sûr ces témoins versus ceux qui ont eu les pesticides seuls, ceux qui ont la fibre seule et ceux qui ont été co-exposés. Et vous voyez que les paramètres morphométriques, on voit bien que ceux qui ont déjà reçu simplement la dose de 1, ce qui est contradictoire, ils ont un poids un peu plus important que les témoins. Ceci nous a aussi orienté, on a une étude qui est en train de se faire, sur l'obésité et le diabète de type 2, hein, d'accord. Et ceux qui ont reçu une dose autour de 5 mg, il y a un retard de croissance, je ne vais pas développer ici, et un poids de naissance très faible, ce qui nous donne la perspective d'aller vers tout ce qui est obésité et prédiabète de type 2 également. On va avoir des effets biphyllogènes, donc on l'a étudié avec la dose de 10 grammes par jour. Sur combien de temps la consommation? Alors, sur l'animal, on l'a durant la gestation, donc chassage animal, durant la gestation, puis durant la lactation, pour mimer est-ce que le pesticide quand dépasse le lait, est-ce que la fibre va rétablir ce phénomène pas, jusqu'au jeune adulte. Ça, c'est pour l'animal, pour en fait avoir le reflet de ce qui peut se faire chez l'homme. Mais chez l'homme, on ne peut pas exposer un homme. Par contre, ce que j'ai fait du point de vue microbiotique, du microbiote chez l'intestin artificiel. Et on l'a exposé pendant 1 mois, parce que c'est l'équivalent en fait de ce qui se passe 15 jours, c'est en fait court terme, et 1 mois de ce qui se passe à long terme. Mais ça, c'est l'intestin artificiel. Mais par contre, chez le pesticide, c'est à la fois la mère et la descendance, pour voir ce qui se passe aussi transgénérationnel. Est-ce que j'ai répondu à votre question?